Le premier pouvoir qui me vient, c'est le pouvoir de l'humour. Et Oui. dès lors qu'on remplace «j'ai pas le choix» par «je préfère», eh ben, on retrouve notre souveraineté. Le fait d'être heureux ou malheureux, ça dépend d'un pouvoir intérieur. Et ça, c'est toute une quête spirituelle, c'est toute une quête de soi. Bonjour, je suis Arnaud Rioux et je suis invité dans Bien-être par Erzen. Et je vais répondre aux questions qui vont vous permettre de retrouver vos 21 pouvoirs. Et si le plus grand pouvoir que vous cherchiez était déjà en vous? C'est l'idée du dernier livre d'Arnaud Rioux, auteur et enseignant spirituel. Il y parle de Saktita, un mot venu du sanskrit qui signifie pouvoir, énergie. Son message est simple, on a tous en nous des ressources pour avancer, faire des choix et retrouver notre liberté. Il identifie 21 pouvoirs intérieurs comme l'intention, la parole ou encore la relation. L'objectif, mieux se connaître, ne plus se laisser guider par ses peurs et reprendre sa souveraineté. Bonjour Arnaud Rioux. Bonjour. Et bienvenue dans Bien-être par Erzen. Alors vous avez plus d'une vingtaine d'ouvrages à votre actif, dont votre tout dernier baptisé Incarner vos 21 pouvoirs aux éditions Animae. Vous avez fondé votre propre méthode de transformation personnelle. Vous avez aussi fondé une école autour du chamanisme moderne. Première question, Arnaud, selon vous, votre pouvoir à vous, vos pouvoirs, sont lesquels? Le premier pouvoir qui me vient, c'est le pouvoir de l'humour. Ça n'a pas l'air comme ça, mais prendre les choses avec beaucoup de légèreté dans ce monde qui apparaît souvent grave, je crois que c'est un vrai pouvoir. Et la légèreté, c'est pas la superficialité, et la lourdeur, c'est pas la profondeur. Et est-ce que c'est quelque chose, ce pouvoir-là, que vous cultivez? Ah oui, au quotidien. Tous les pouvoirs se cultivent en fait, parce que ça se cultive, c'est un état d'être. Et si on a envie de rester souverain et de pas répéter en boucle, oui mais ça j'y peux rien, dans la vie on fait pas ce qu'on veut, on n'a pas le choix, il faut bien, eh ben on a intérêt à développer ces pouvoirs. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur cette notion même de pouvoir. Ouais. La notion, ça vient de la notion romaine de potestas, qui est à l'origine de ça, mais aussi de potentia, qui vient du verbe potere, qui désigne le fait d'être capable, d'avoir une aptitude. Mais quand on regarde la définition moderne dans le dictionnaire, il y en a 8. J'en ai trouvé 8 dans le Larousse. On parle de capacité, de puissance, d'ascendant, de droit, d'autorité. Donc en fait, ce pouvoir, il a de multiples facettes. Il a de multiples facettes, vous avez bien bossé. Mais la notion d'ascendance, ça me parle bien parce que, en fait, si on n'a pas le pouvoir sur une situation, d'autres vont prendre le pouvoir sur nous. Et c'est ce qui fait que le pouvoir fait tellement peur aujourd'hui et qu'on a peur des gens de pouvoir, c'est-à-dire les gens qui sont dans la politique, qui sont dans la finance, dans l'industrie. Et on appréhende ça et on préfère ne pas prendre le pouvoir, alors que avoir le pouvoir, ça ne veut pas dire que tout est possible et que d'un seul coup je peux faire tomber la pluie. Ça veut dire que j'ai le pouvoir simplement d'être heureux ou malheureux et je réalise que ça dépend de moi. Et c'est une question de lutte, ça? Vous parlez de prendre, de reprendre, c'est une question de lutte entre les individus ou en soi? Pas avec les autres, justement. Je crois que quand il y a un conflit avec l'autre, c'est toujours le miroir d'un conflit avec soi-même. Moi, je préfère parler de vigilance, je préfère parler de présence, je préfère parler de conscience, plutôt que dans la lutte, il y a quelque chose toujours contre l'autre, où on veut gagner contre l'autre. Et c'est ce qui fait que le pouvoir fait si peur, c'est qu'on a l'impression qu'il faut mettre l'autre au sol. Mais c'est pas ça du tout. C'est retrouver notre souveraineté, retrouver la conscience qu'on est chacun souverain dans chaque situation, et donc que si on est en paix avec nous-mêmes, l'autre a moins de prise sur nous. Donc quand vous parlez de prendre l'ascendant, c'est plus prendre l'ascendant sur une situation plutôt que sur quelqu'un. Sur une situation et surtout sur nos émotions et sur les histoires qu'on se raconte. Parce que au quotidien, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas le choix. Oui, mais là, j'ai pas le choix. Il faut bien que j'arrive ici à telle heure. Il faut bien que je sorte les poubelles. J'ai pas le choix parce que il faut bien que je m'occupe de ma fille. Et tout ça, si on remplace ça par je choisis, je privilégie, je décide, ça change tout. Parce qu'il n'y a pas une situation pour laquelle on n'a pas le choix. Dans votre livre, est-ce que vous nous encouragez à avoir du pouvoir, avoir le pouvoir ou à prendre le pouvoir? Je crois que je suis plus pour accueillir ou révéler le pouvoir qu'on a en nous. Parce que naturellement, on a beaucoup de pouvoir, de pouvoir d'être heureux, tout simplement. Parce que finalement, plus on rentre dans le livre, plus il est question d'être heureux, d'être épanoui, d'être en paix. Et ce qui nous rend en guerre, c'est pas les événements extérieurs, c'est le fait qu'on se raconte une histoire, c'est le fait qu'on se sent prisonnier. Et donc, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie privée, on se sent coincé. Mais on
se sent coincé. La liberté, c'est pas une situation extérieure. On peut être dans une démocratie et se sentir prisonnier, on peut être dans une dictature et se sentir libre. C'est vraiment un état intérieur, la liberté. Et certains se sentent complètement coincés, ne serait-ce que par les tâches ménagères. Ah oui, mais j'ai pas le choix, il faut bien que je sorte les poubelles. Oui. Non, on peut laisser les poubelles au milieu de la pièce. Ah ouais, mais c'est pas agréable. Non, c'est pas agréable. Je préfère les sortir. Ah, tu préfères. Et dès lors qu'on remplace j'ai pas le choix par je préfère, eh ben on retrouve notre souveraineté. Oui, mais il y a quand même une notion de contrainte extérieure qui existe. Je reprends vos mots, même si j'ai compris ce que vous vouliez dire. Vous avez dit, voilà, quand on est en démocratie, on peut avoir la sensation d'être prisonnier et vice-versa. Est-ce que dans une situation politique ou même personnelle dans laquelle il y a de la contrainte et même de la violence, est-ce qu'on peut réellement, au-delà des mots, se sentir libre ? Il y a toujours en fait des contraintes. Ça ne veut pas dire que voilà, si je repars en bus, le bus il passe à 16h45. Si j'arrive à 48, il sera parti. Donc je veux dire, là j'ai pas le pouvoir, c'est le bus qui décide. Oui, mais si je rate mon bus, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Je peux maudire et dire j'ai pas le choix, il y a le bus. Je peux prendre celui d'avant, je peux prendre celui d'après, je peux profiter des 10 minutes intermédiaires entre le bus pour lire un bouquin, pour écouter un podcast sur RZN Radio ou ailleurs. Mais je vais en fait pas laisser à l'autre ou à l'extérieur le pouvoir d'être en paix intérieurement. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Quand on parle de souveraineté, ça veut pas dire que les autres sont nos vassaux. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que le fait d'être heureux ou malheureux, ça dépend d'un pouvoir intérieur. Et ça, c'est toute une quête spirituelle, c'est toute une quête de soi. Alors la thématique de, on va dire, l'empowerment, du reprendre le contrôle sur soi, c'est quelque chose dont on parle assez souvent en développement personnel. Pourquoi vous avez choisi de le traiter maintenant et sous cet angle-là ? Ça s'est vraiment imposé, d'une part parce que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Je l'entendais peut-être moins avant, mais cette peur ou cette méfiance ou cette défiance du monde politique, on s'y intéresse plus. Et c'est quelque chose que j'entends beaucoup. On n'a pas le choix, il faut bien par rapport au gouvernement, On a eu vraiment un moment, on l'a senti au moment du confinement, où d'un seul coup on se dit alors là, on n'a pas le choix, faut vraiment bien rester coincé. Et quand il y a eu ce confinement, typiquement, voilà, interdit de sortir de telle date à telle date. Moi-même, qui prône la liberté, je me suis senti coincé un premier temps jusqu'à ce que je réalise que, quitte à rester sur place, qu'est-ce que je décidais de faire de ces 50 jours ? Moi, j'en ai profité pour écrire, j'en ai profité pour faire d'autres choses qui ont été très profitables pour la suite. Ça m'a été bénéfique. Donc, je vais interpréter, c'est l'un des premiers pouvoirs, c'est j'interprète la situation. Je ne la vis pas comme une victime. Parce que quand on se sent victime, on perd notre énergie, on n'a plus l'élan finalement, et donc on suit le mouvement quelque part et on se sent très, très vulnérable. À qui est-ce que vous vous adressez dans ce livre ? Est-ce que c'est à celles et ceux qui pensent qu'ils ont, d'une certaine façon, perdu leur libre arbitre ? Perdu leur libre arbitre, et perdu leur rêve, parce que ça va avec. Moi, c'est quelque chose, quand j'anime des groupes depuis 30 ans, et quand j'entends ça, je sais pas très bien quoi faire. Moi, j'ai pas tellement de rêve. On me parle d'idéal, mais j'ai perdu. La vie n'a pas de sens. Si nous, on ne trouve pas le sens à nos obstacles, d'autres vont se charger d'en trouver pour nous. Et donc, de retrouver notre souveraineté, ça permet de vivre cette expérience terrestre avec plus d'amusement, avec plus de joie, avec plus de légèreté aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de ce qui nous arrive ? Le point de départ de votre livre, c'est de dire, en gros, si on veut reprendre le pouvoir, il faut d'abord acter qu'on l'a perdu en tout ou partie. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples de ça, de constats de perte de pouvoir ? C'est vraiment au quotidien, et c'est ça qui est intéressant. Il y a professionnellement, par exemple, je vais dire, oui, mais j'ai pas le choix, il faut bien que j'aille travailler. Dès que j'ai l'impression de ne plus avoir le choix, je risque de subir mon boulot. Alors que tout, au départ, part d'un rêve. Les gens qui s'amusent dans leur métier, c'est parce qu'ils ont fait confiance dans leur rêve. Et si on a l'impression de ne plus avoir le choix, c'est qu'on s'est coupé de notre rêve, on s'est coupé de notre idéal. Les enfants, au départ, sont complètement en lien avec leur pouvoir, quelque part, parce qu'ils croient les choses tout possibles. Et puis, petit à petit, plutôt que d'avoir été accompagnés en leur disant « mais oui, tout est possible », quand je dis « tout est possible », c'est important, ça ne veut pas dire pas contre les autres, mais de se dire « on est sur la terre, non pas pour s'opposer les uns aux autres, non pas pour uniquement avoir des bonnes notes, rentrer dans les cases, mais pour
connecter notre talent, permettre à notre talent de rayonner dans le monde et donc de faire des vrais choix. On a chacun des vocations tellement différentes. Ici, vous faites de la radio, moi j'écris des livres, d'autres vont s'occuper des enfants et ça nous demande de faire confiance dans nos ressources, de faire confiance dans nos rêves. C'est ça aussi la base de retrouver son pouvoir. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs de perte de pouvoir qui peuvent nous éviter d'en arriver là, justement? Moi, j'en ai trouvé 5 qui sont du plus soft au plus dur. Le premier, c'est quand on commence à voir qu'il n'y a pas de fluidité dans notre vie. On y va et puis ça marche pas. On prend la voiture, on casse la voiture, on ouvre la porte, on casse la porte, on se casse en permanence des choses qui montrent que c'est pas fluide. Le deuxième, c'est quand on a des relations qui sont de plus en plus conflictuelles, avec de la colère, avec de la tristesse, avec du chagrin, un sentiment d'impuissance. Le troisième, c'est quand on manque d'énergie. On se réveille le matin, à quoi bon aller là, j'ai plus envie. Quatrième, c'est quand on a vraiment des relations conflictuelles avec les uns et avec les autres, souvent pour des raisons qui, voilà, cette personne m'a pris la place de parking et d'un seul coup, ça me met dans un état fou, pas parce qu'il a pris la place de parking, parce que je me rends compte que je suis coupé de mon pouvoir. Et le cinquième indice, c'est quand on perd la santé, parce que d'un seul coup, tous nos systèmes immunitaires, etc., se sont fragilisés parce qu'on s'est raconté qu'on n'avait pas le choix. Et là, ces indices-là, plus on va les écouter, plus on va écouter nos besoins, plus on va retrouver notre souveraineté. Mais c'est des indices au quotidien, l'impression de subir une situation qui est vraiment quotidienne. Je vais faire des courses, par exemple, et puis il y a une queue, il y a 5 personnes devant moi, et je peux ruminer pendant les 4 minutes que vont durer la queue, et c'est ça, et lui, il prend son temps, et c'est ça. Donc, ça veut dire que lui, il a le pouvoir sur moi. Je peux aussi entretenir la conversation avec la personne qui est devant, je peux aussi en profiter pour respirer, c'est cette phrase de Marc Aurèle, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer, et le discernement de reconnaître l'un de l'autre. Et bien souvent, nous, on s'énerve après des situations que de toute façon, on peut pas changer. Je fais la queue au magasin. Alors oui, je peux passer devant tout le monde et prendre le risque de me prendre un lion ou de me prendre des réflexions. Mais en tout cas, j'ai le choix d'interpréter cette situation. Et notre souffrance, elle est liée en permanence de tous ces petits moments d'attente dans les embouteillages, dans les queues, dans les trucs, dans les machins, où on a l'impression de ne pas avoir le choix, d'avoir perdu notre souveraineté. Et c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que vous avez aussi, dans la notion de pouvoir, englobé le fait d'accepter aussi certaines situations qui nous dépassent et effectivement sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, et c'est OK. Bien sûr, j'insiste toujours là-dessus, parce que quand on parle du pouvoir, on pourrait se dire, mais non, c'est pas vrai, on n'a pas le pouvoir de faire arrêter la pluie, on n'a pas le pouvoir de faire arrêter les guerres, on n'a pas le pouvoir de faire arrêter les grèves qui fait que le métro marche plus, ou que sais-je. Mais en revanche, comment nous, on va interpréter la situation? Et bien souvent, on interprète la situation en se disant, ça me tombe sur moi parce que je suis nul, ou ça me tombe maintenant parce que le monde est hostile. Et c'est là qu'on peut reprendre notre pouvoir en observant l'histoire qu'on se raconte à partir d'un événement. Qu'est-ce que vous pensez de l'affirmation « quand on veut, on peut » ? C'est un petit peu plus complexe que ça. On peut très bien vouloir se maintenir en bonne santé et puis générer une maladie. On peut avoir un enfant handicapé alors que nous, on ne le voulait pas. On peut avoir un accident de voiture alors que on a eu l'impression d'être vigilant. Pour autant, moi, mon expérience me montre qu'on attire davantage ce qu'on vibre. On s'en rend compte quand on est de bonne humeur, quand on est joyeux, quand on est en confiance. On attire des situations plus favorables. Quand on fait la gueule, quand on est triste, quand on attire davantage. Donc je préfère dire qu'on attire ce qu'on vibre que qu'on attire ce qu'on veut. Parce que non, on n'a pas justement ce super pouvoir, même si on rêve de ça, on n'a pas ce super pouvoir ni de changer les gens, ça c'est la première chose. Vouloir changer les gens, c'est impossible. Par contre, s'adapter à cette personne qui est comme ça c'est un vrai pouvoir. J'ai eu la chance de rencontrer un maître spirituel bouddhiste il y a quelques années qui m'avait dit que pour faire la paix dans le monde, chacun devait démarrer par faire sa paix intérieure. Qu'en dites-vous ? C'est tellement la base de toute la spiritualité, et tant qu'on ne veut pas accueillir ça, on va vouloir changer l'autre. Et changer l'autre, je ne sais pas si vous avez essayé, que ce soit en couple, que ce soit j'aimerais que l'autre soit plus... L'autre, il est comme il est. Et en revanche, si moi, je deviens plus patient, je deviens plus tolérant, je prends le soin du lien, je prends le soin de la communication, il se peut que la relation change. Mais ça passe toujours par soi.
Et dans cette période où il y a tellement de guerres, tellement de conflits, je crois qu'on a vraiment besoin de retrouver une paix intérieure. Quand on est en paix avec soi, avec toutes les parties de soi qui sont souvent contradictoires, on va être beaucoup plus facilement en paix avec les gens. Mais souvent, on est en conflit avec nous parce qu'on veut la liberté et la sécurité, et donc ça fait un conflit à l'intérieur de nous. On veut l'exclusivité et on veut la diversité, et donc ça crée un conflit. Et tant qu'il y a un conflit à l'intérieur de soi, ça crée un conflit avec l'autre. C'est pour ça que les chamans ont toujours ce miroir autour du cou pour se rappeler que le monde extérieur est à l'image de notre monde intérieur. Donc changer le monde, c'est déjà se changer soi-même. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser cette notion de pouvoir aussi pour sortir d'un sentiment d'impuissance ? Si on regarde par exemple la situation actuelle géopolitique, ça peut être légitime de se sentir impuissant tellement c'est gros. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut se recentrer sur son champ de pouvoir personnel ? Oui, si on prend la situation géopolitique aujourd'hui, 2026, toute guerre et tout conflit militaire confondu, il y a à peu près 600 000 victimes dans le monde de toutes les guerres confondues. C'est énorme et c'est terrible, etc. Dans le même temps, il y a 12 millions de personnes qui meurent à cause de la malbouffe. Et nous, on va se focaliser sur les 600 000 qui meurent dans les conflits pour se rajouter le fait que le monde est dur, le monde est hostile, que l'homme est un loup pour l'homme. Et ça, c'est des croyances qu'on va générer, alors qu'il y a aussi tellement de bonnes nouvelles, tellement d'initiatives, tellement de gens qui prennent soin les uns des autres. Et ça, on a une forme d'attachement à la souffrance, d'attachement au malheur, de fascination pour le drame, qui fait qu'on peut rester coincé. Et dans les pouvoirs, moi, typiquement, ce qui se passe dans le monde, bien évidemment, ça m'attriste, et comme chacun, j'aspirerais tellement à ce qu'il y ait la paix dans tellement de ces pays en guerre. Maintenant, je me pose la question, est-ce que je peux faire concrètement, aujourd'hui, quelque chose pour ce qui se passe en Iran ? Concrètement, non, je peux rien faire de là où je suis. Par contre, il y a tellement de situations dans mon quotidien pour lesquelles je peux contribuer à ce qu'il y ait moins de guerres, de petites guerres entre des voisins, et c'est faire sa part du colibri. Et c'est intéressant de voir comme le monde, souvent, on peut presque prendre comme prétexte qu'il y a des conflits dans le monde pour se dire on peut rien faire. Mais c'est un peu comme si un médecin se disait bah oui, vous venez me voir, mais il y a tellement de gens qui sont malades que je peux pas vous soigner. Le médecin va soigner les gens qui viennent le voir. Et nous, on peut aussi prendre soin des gens avec qui on est en lien. Et ça, c'est une façon de reprendre son pouvoir. Oui, ça peut permettre de se sentir puissant, effectivement. Je ne peux rien faire pour des enfants qui souffrent à des milliers de kilomètres. Peut-être que je peux faire quelque chose pour des enfants qui souffrent à côté de chez moi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Votre livre met en lumière 21 types de pouvoirs qu'on peut travailler, développer, habiter. Je vous pose une question basique et bête, mais 21, pourquoi pas 23 ni 15 ? Ça aurait pu être 23 ou 15, tout à fait, mais quand ce livre, il s'est écrit très comme un flash, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu comme la vision de ces 21 pouvoirs, et il se trouve que ça faisait 21, que 21 c'est 3 fois 7, 3 c'est la Trinité, c'est le chiffre sacré, donc je suis parti sur ces 21, mais bien évidemment qu'on aurait pu en trouver d'autres, que certains se rapprochent, mais j'ai l'impression que quand on maîtrise, quand on connaît bien ces 21 pouvoirs, déjà, on se sent beaucoup plus libre. Alors, parmi ces 21 pouvoirs qu'on a tous en nous, qu'on peut cultiver, il y a l'intention, le ressenti, le bonheur, l'amour, la parole, l'engagement, l'argent aussi. Plutôt que d'orienter ma question suivante, je vais vous laisser en choisir un. Je sais que c'est difficile, on parlera des autres aussi. Et on va le disséquer ensemble, mais vraiment dans le détail. Donc, lequel vous choisissez ? L'intention, partons sur l'intention, parce que c'est un pouvoir très important, et je commence là-dessus. On doit avoir un rendez-vous tous les deux, et puis finalement, vous venez pas au rendez-vous, et ça, c'est l'événement. Et à partir de là, moi, je vais me raconter une histoire. Je peux me sentir trahi, je peux me sentir abandonné, je peux trouver que c'est pas juste, je peux me sentir humilié, et ça, c'est pas le fait que le rendez-vous a été annulé, c'est le fait que je me raconte une histoire. Et en permanence, on se raconte des histoires à partir d'événements quotidiens, basiques. Et ça, quand on comprend le pouvoir de l'intention, on réalise qu'on peut réécrire complètement l'histoire à partir des événements. Et ce qui nous fait souffrir, c'est pas l'événement lui-même, c'est toute l'histoire qu'on s'est racontée qui fait qu'on baisse notre estime de nous, on baisse notre confiance en nous, ou on se répète en boucle que le monde est hostile, que le monde est dur. Et alors typiquement, si on poursuit dans cet exemple-là, je vous fais faux bond, un rendez-vous.
Qu'est-ce que vous allez travailler, vous, justement, pour travailler ce pouvoir de l'intention? Je vais commencer par identifier l'histoire que je me raconte. Et l'histoire que je me raconte, généralement, c'est toujours la même. C'est soit le monde est hostile, on ne peut pas compter sur les gens, Ouais. soit je ne mérite pas qu'on prenne soin de moi et qu'on respecte mes horaires. Et c'est généralement toujours un peu la même chose, ça va se reproduire là. Et puis après, je vais prendre, je ne sais pas, le bus, et le bus, au moment où j'arrive, s'en va. Et la même chose, je vais me dire, c'est ça, je suis bien quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de valeur. La preuve, le bus m'a pas attendu. Et plus je vais avoir cette croyance, plus je risque à attirer des situations qui vont confirmer ma croyance. Donc une fois que j'ai compris ça, je me dis, il y a un fait, simplement il y a un fait, c'est que là, de seul coup, j'ai 1 heure de libre. Et qu'est-ce que je fais de cette heure? Je peux en profiter pour écrire, pour lire, pour aller voir quelqu'un que je n'avais pas prévu. Et donc je ne vais pas laisser à la situation le pouvoir de me mettre en colère. Et ça, c'est la voie du Tao, c'est la voie du Zen, c'est la voie, ne pas laisser au monde extérieur le pouvoir sur notre calme intérieur. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le pouvoir. Ouais, j'ai pu me faire agresser, on a pu me cracher dessus, il a pu pleuvoir alors que j'avais un beau costume, j'ai pu rater le rendez-vous, mais mon temple intérieur, c'est-à-dire ma stabilité, la stabilité de ma respiration, la stabilité de ma joie, elle ne va pas dépendre. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est vraiment dans le pouvoir, quelque part, c'est pas au fait qu'il ait peu d'obstacles qu'on va le reconnaître, c'est que même quand il y a des obstacles durs, il va rester stable. Et ça fait quelqu'un d'inspirant. Parliez de maîtres bouddhistes, mais que ce soit des maîtres spirituels ou que ce soit des artistes. Quand on écoute des artistes, des fois, j'ai réalisé ce film et puis mon acteur m'a planté et puis après il s'est passé ça et je continue à garder l'espoir. Ça, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Il y a 2 autres pouvoirs qui nous ont parlé évidemment chez RZN Radio, donc on va les voir ensemble. Il y a le pouvoir de l'engagement et le pouvoir d'être heureux. On est sur une radio positive, on en parle souvent. On va commencer par le pouvoir d'être heureux. Tiens, est-ce que vous pouvez m'en parler de ce pouvoir-là ? C'est là aussi, il arrive à la fin du livre parce que on a posé le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la respiration, développer plus d'espace intérieur, le pouvoir de la parole, comprendre qu'on crée le monde à partir de tout ce qu'on raconte sur nous et sur le monde. Et quand on acquiert ces pouvoirs-là, profondément, on développe une paix, un bonheur intérieur. Et tous les autres pouvoirs, pour moi, ne servent à rien si on n'est pas profondément heureux. Et j'ai suffisamment voyagé de par mes fonctions de chaman un peu partout dans le monde pour voir que c'est pas parce que les gens avaient plus d'argent, avaient plus des maisons plus confortables qu'ils étaient le plus heureux. J'étais dernièrement chez les Maasai au Kenya dans des cases en terre et je voyais des gens et des enfants qui s'amusaient, qui riaient, qui étaient en joie, qui étaient profondément heureux. Et c'est vraiment pas une question de circonstances extérieures. C'est une question de regard qu'on a sur soi, sur la vie. Et les voyages que j'ai pu faire m'ont vraiment montré ça, que c'est vraiment pas une question de circonstances extérieures, mais une question de regard intérieur qu'on a sur nous et sur le monde. Régulièrement, on a des baromètres sur les pays plus ou moins heureux. Souvent, en tout cas en Europe, c'est les pays du Nord. Vous avez beaucoup voyagé, vous venez de le dire. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer justement sur qu'est-ce que cultivent ces peuples pour être plus heureux ? Le lien. Avant tout le lien. Réaliser que, et ça c'est intéressant parce que nous on a une croyance en se disant oui mais la loi de la jungle, l'homme est un loup pour l'homme, on finit par se faire manger par les plus forts et si on est faible, et si on regarde, est-ce que c'est vraiment comme ça que fonctionne la nature ? Est-ce que dans la nature, c'est vraiment les plus forts qui s'en sortent ? Et ça pour moi, c'est un concept qui est complètement erroné. Si on regarde la nature, les peuples ou les cultures ou les sociétés qui s'en sortent le mieux, c'est pas celles qui sont les plus fortes, c'est celles qui savent travailler ensemble. Les plus solidaires. Les plus solidaires. Je prends l'exemple, les abeilles. C'est un des peuples les plus anciens sur la Terre. Les fourmis, parce qu'ils ont l'intelligence de travailler ensemble, de s'appuyer sur les compétences des uns et des autres. Et toutes les peuples où on a voulu être... D'ailleurs, quand il y a des crises et des effondrements de civilisation, c'est toujours les plus forts qui partent en premier et ensuite c'est remplacé par d'autres. Mais l'un de nos plus grands pouvoirs, justement, c'est d'être en lien. Et les peuples premiers, les peuples racines, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, en Asie, c'est vraiment les peuples qui ont compris ça. Les éléphants, par exemple, qui vont marcher au rythme du plus lent. C'est comme ça qu'ils vont préserver, en mettant les plus lents au centre et les plus rapides et les plus forts aux extrêmes. Les oiseaux qui font les migrations, les plus fatigués vont se mettre dans les zones du V où ça demande le moins d'énergie. Donc toutes les sociétés qui réussissent à dépasser les obstacles, c'est des sociétés qui savent vivre
vivre ensemble. Et nous, si on regarde, on fait partie des pays riches, des pays les plus riches de la planète, mais c'est pratiquement en France que j'ai vu le plus de pauvreté et le plus de misère. Je pense au désert marocain où je me rends chaque année, où il y a un PIB, où des gens qui vivent avec un dollar un euro par jour, qui ont vraiment mais il y a un sens du partage. Chez les Maasai, par exemple, au Kenya, il y a une loi une loi spirituelle chez les guerriers Maasai qui dit qu'on ne mange jamais seul. Si on prépare à déjeuner, on partage avec les gens qui sont là. Donc la notion de partage, ça serait beaucoup plus facile de survivre dans ces régions-là que de survivre en région parisienne ou à Paris, où là, si on est, comme on n'a pas cette notion de partage, ça devient difficile. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de misère, qui est une misère affective, sentiment d'être rejeté, sentiment douloureux. C'est très intéressant et rassurant aussi parce que de prime abord, quand on voit ce livre, on a tendance à se dire, j'ai eu tendance à me dire en tout cas, que c'est des choses qu'on doit cultiver pour soi. Ouais. On parle de développement personnel. Or là, on voit que pour faire exister ces pouvoirs, on a besoin des autres, on a besoin d'interagir aussi. Oui, merci de me poser cette question, parce que j'ai contribué, c'est mon 21e livre, donc j'ai contribué à l'avènement aussi du développement personnel ces dernières années, et je m'interroge beaucoup là-dessus. Dans développement personnel, il y a développement bien sûr, mais il y a personnel, il y a quelque chose de se dire, on a été peut-être jusque dans les années 60 avec l'esprit du clan, l'esprit de la famille, l'esprit de l'entreprise, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour travailler, l'esprit de la patrie, tant pis si c'est lourd, mais on va faire la guerre, on prend soin des enfants, tant pis si on n'a pas de vie privée. Et puis, début des années 70, on réalise que finalement, on n'a pas pris soin, on n'est pas heureux nous-mêmes. Et donc, il y a l'avènement du développement personnel, apprendre à poser ses limites, apprendre à écouter ses besoins. Ça, c'est super. Mais si ce développement personnel est au service uniquement de l'individu, et comme ça se fait, fragilise la famille, les familles n'ont jamais été autant fragilisées, les couples, il n'y a jamais eu autant de séparations qu'en ce moment, les sociétés, il y a de plus en plus de difficultés à s'investir parce qu'on se sent pas concernés. Donc pour moi, c'est vraiment un développement personnel au service d'une œuvre collective. Sinon, ça n'a aucun sens. Si je fais tout pour développer mon pouvoir, et puis admettons ça, je fais ça pour développer mon pouvoir, et puis que ça marche, je fais des prières pour avoir de l'argent, pour avoir une table bien remplie, une assiette bien remplie. Mais si on se retrouve à table avec d'autres qui n'ont rien à manger, je vais pas pouvoir manger avec goût, donc je vais partager. Et c'est pour ça que si d'entrée de jeu, j'intègre dans mes intentions le fait non pas que je puisse avoir à manger, mais qu'ensemble on puisse partager, là ça devient beaucoup plus facile de vivre ensemble. C'est un développement personnel engagé, j'ai envie de dire, oui. Et ça tend une bonne perche à l'un des autres pouvoirs que vous nous incitez à travailler, c'est le pouvoir de l'engagement. Oui. Justement, celui-là, si on doit le décrire concrètement, c'est quelque chose qui s'est perdu justement avec cet avènement du développement personnel. On a tellement on a opposé quelque part la sécurité à la liberté et on a associé la sécurité à l'engagement. Et donc on s'est fait croire que si on voulait rester libre, fallait pas s'engager. Donc on le voit en couple, combien je croise de personnes dans mes stages qui se disent « Ah oui, mais moi je veux pas m'engager, je veux rester libre ». Ou alors, on n'a jamais eu autant d'entrepreneurs, de gens qui veulent rester libres, et on pourrait croire qu'il y a une grande dépendance, ça fait partie des dépendances qu'on a, et l'une des dépendances, c'est la dépendance à notre besoin d'autonomie et notre besoin de liberté qui peut devenir en soi une prison, parce que je veux tellement pas être engagé professionnellement, être engagé amoureusement, être engagé que du coup, je finis quelque part seul. Et bien évidemment que si je sais pas, si je veux être salarié, à un moment donné, on va avoir un contrat. Si moi j'ai un contrat avec mon fournisseur d'électricité, mon fournisseur de téléphone, et c'est un contrat, et ça sécurise. Et dans la relation professionnelle, amoureuse, amicale, on a besoin de s'engager. C'est un vrai pouvoir. Et s'engager, ça veut pas dire qu'on signe ad vitam aeternam. On peut reprendre les choses si ça se passe bien, mais le pouvoir de l'engagement, oui, ça peut surprendre, mais c'est un vrai pouvoir. Si quelqu'un écoute ce sujet et se dit mais je commence par où ? Je commence par développer quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Je commence par peut-être écouter mon rapport au pouvoir, en se disant, tiens, à quel endroit j'ai l'impression d'avoir le pouvoir ? À quel endroit j'ai pas le pouvoir ? Est-ce que j'ai le pouvoir dans ma relation en tant que parent ? Ah non, c'est mes gamins qui font la pluie et le beau temps. Ok. Dans ma relation amoureuse ? Non, en fait, c'est vrai que j'ose pas dire, parce que j'ai parlé de tout ce qui peut affecter
respecter le pouvoir, mais on a un censeur qui est plus fort que tous les gouvernements, c'est notre blessure intérieure qui nous fait croire qu'on n'a pas le choix et qui nous censure nous-mêmes en nous disant dans la vie on fait pas ce qu'on veut. Si c'était si facile que ça se saurait, et donc qui va se rattacher au malheur. Donc c'est vraiment bien de prendre tous les pouvoirs, se dire au niveau de la santé, est-ce que j'ai le pouvoir sur ma santé? Est-ce que j'ai un pouvoir de me maintenir en bonne santé? Est-ce que j'ai un pouvoir sur mes relations? Ou est-ce que je subis des crises parce que je ne sais pas pourquoi et je ne suis pas conscient du pouvoir que j'ai sur la relation? La parole, est-ce que ma parole est créatrice? Est-ce que j'ai le pouvoir de la parole? Est-ce que j'ai le pouvoir de rêver? Est-ce que j'ai le pouvoir d'interpréter les situations? Je parle aussi du pouvoir de respirer. Ça a l'air de rien, mais si je veux porter ma parole, si je veux porter mes actes en étant le plus aligné, j'ai besoin d'apprendre à respirer, donc à développer mon espace intérieur et de faire comme ça une espèce de diagnostic de toutes les situations professionnellement. Est-ce que j'ai le pouvoir professionnellement? Peut-être non, parce qu'on me dit d'aller là, il faut faire ça. Et donc c'est vraiment faire un état des lieux honnête. Et puis si on se rend compte qu'il y a certaines circonstances où on n'a pas le pouvoir, dans quel état ça nous met? Parce que c'est ça surtout. Et quel impact ça a sur nous? Quel impact ça a sur nous? Je prends le code de la route, par exemple. Moi, j'habite à la campagne de façon très perdue. J'ai vraiment besoin de mes points, donc je suis très très attentif quand je conduis. Et on pourrait dire, alors t'as pas le pouvoir. Si, j'ai le pouvoir de choisir de rouler à 130. Je suis complètement OK avec ça. Sur l'autoroute, je ne suis pas à me dire, je suis prisonnier, j'ai pas le choix. Non, je me sens pas du tout prisonnier à rouler sur 130. J'ai compris que moi, je n'avais aucun pouvoir de changer les panneaux de circulation. Je préfère être serein avec ça et ne pas laisser aux autoroutes le pouvoir de me rendre triste ou de me rendre malheureux ou inquiet ou perplexe. Donc, je choisis d'accepter complètement le code de la route et je conduis prudemment pour garder mes points parce que je veux garder mon pouvoir de déplacement et d'autonomie. Voilà, pour pouvoir prendre un exemple très très concret, alors qu'on pourrait aussi d'un seul coup se faire flasher 4 fois et se dire c'est ça, le problème c'est les policiers, c'est les trucs, c'est les radars qui font. Ils sont là les radars. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on veut garder le pouvoir de se déplacer par exemple? Et on est d'accord que ces pouvoirs, c'est quelque chose qui a travaillé tout au long d'une vie. C'est pas acquis en fait. Selon les situations, il faut se re-questionner. C'est jamais acquis. C'est ça qui est magnifique quelque part, parce que je crois que ça va nous travailler toute notre vie. Et il y a en revanche un moment où on se sent profondément libre. Comment on le sait? Parce qu'on est mieux dans notre corps. On respire profondément. On a de la joie d'aller travailler. On a de la joie de voir nos amis. On a de la joie et d'une façon générale, oui, on ressent de la joie, de la détente, de l'optimisme, de l'émerveillement, toutes ces qualités qui nous rappellent qu'on est en lien avec notre pouvoir. Arnaud Rioux, vous êtes l'auteur du livre Incarnez vos pouvoirs aux éditions Animae. Il y a une question que je ne vous ai pas posée. Le sous-titre, c'est, alors peut-être je le prononce mal, Saktita. Pourquoi vous avez choisi ce mot ? Ça m'est venu en fait une fois que j'ai écrit les 21 pouvoirs. J'ai pensé beaucoup à Shakti, la déesse indienne, et qui est en lien avec le pouvoir. Et Saktita, en sanskrit, ça veut dire pouvoir. Et moi, j'ai passé assez de temps en Inde, au Tibet, avec les bouddhistes, les hindouistes. Je suis très en lien avec ça, et ça me permettait d'intégrer une dimension spirituelle à cette quête des 21 pouvoirs. Incarnez vos 21 pouvoirs, le titre de l'ouvrage d'Arnaud Rioux aux éditions Animae. Merci infiniment de nous avoir invités à reprendre notre souveraineté dans Bien-être par Erzen. Merci Arnaud. Avec plaisir.